Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Régulièrement, nous avons eu des cas sociaux dans cette émission, mais rarement nous avons eu des images aussi saisissantes, des images aussi impressionnantes que celles que nous vous proposerons ce soir. L'homme de 65 ans à qui nous donnons la parole dans cette livraison de regard social, cet homme que nous avons déniché au cœur de la forêt équatoriale dans le sud du Cameroun, à Elogba-Tindi, représente une véritable curiosité scientifique. Ses parties intimes sortent de l'ordinaire, mieux, ses bijoux de famille ont pris un volume inquiétant, impressionnant, au point de devenir une véritable complexité scientifique, une véritable curiosité scientifique. Mais, mesdames et messieurs, d'où la complexité de la décision opérationnelle de présenter ces images à la télévision. D'ailleurs, comment aurons-nous pu procéder face à ce sexagénaire qui souffre depuis des dizaines d'années et qui malheureusement n'a pas eu la chance de bénéficier des soins sanitaires appropriés. Dans l'indifférence, dans la solitude et surtout la lourdeur de sa maladie, il nous impose ce soir de vous montrer la profondeur de cette pathologie, d'illustrer combien cette souffrance humaine n'a pas de frontières juridiques. Ce soir, nous faisons donc une immersion dans une famille, une immersion dans un quotidien qui sort de l'ordinaire avec des réalités et surtout des clichés assez rares. Le tout sous le regard des experts qui viendront nous édifier sur cette pathologie et bien sûr avec l'illustration au cœur de cette livraison d'un reportage tout à fait exceptionnel réalisé à Elogba-Tindi dans la région du sud du Cameroun. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, ne manquez pas la moindre seconde de cette émission. Retrouvons-nous après cette virgule. Merci de nous retrouver dans cette édition tout à fait particulière, une édition qui se voudra assez émouvante de par les images qui sont difficiles à vivre. Ce sont des images choquantes, donc les âmes sensibles seront appelées à s'abstenir. Mais avant d'y arriver, place au témoignage, au récit de vie avec le témoin que nous recevons en plateau ce soir. Il s'agit de Simon Inyuma. Simon Inyuma qui nous vient de la région du sud du Cameroun, précisément d'une localité baptisée Elogba-Tindi. Alors Simon, bonsoir. Oui, bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci beaucoup. Alors comment allez-vous ce soir? Un peu bien, un peu bien. Ah, d'accord. On constate que vous avez du sourire. Oui. Ah d'accord. Alors vous êtes le fils de Jean-Baptiste Inyuma, qui est âgé de 65 ans et qui souffre d'une pathologie assez curieuse. Nous aurons l'occasion de découvrir des images tout à l'heure, mais de quoi s'agit-il concrètement? Eric, avant de commencer, je voulais d'abord remercier à la direction Equinox qui, depuis quelques jours, a pu déplacer son équipe pour le village Elogba-Tindi. En particulier regard social, qui sont arrivés à Elogba-Tindi pour voir eux-mêmes de quoi souffre mon père depuis 10 ans par rapport à cette maladie. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vraiment témoigner l'état de santé de mon père. Vous vous y attendiez? Non, je ne m'attendais pas. C'est venu comme ça. Donc, grâce à mon frère, Hippolyte Nzangaou, qui vraiment a constitué le dossier et a fait à ce que l'équipe Equinox puisse arriver à Elogba-Tindi. Ok. Alors, de quoi souffre votre père? En réalité, mon père souffre d'une hernie texiculaire. C'est-à-dire? Une hernie qui se place au niveau des testicules. D'après les examens qui nous ont été faits, présentés par certains hôpitaux, on nous a dit qu'il souffrait de la hernie texiculaire. Bon,
Je ne suis pas médecin pour déterminer Tout à fait. exactement. C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième partie avec le docteur Patrick Kouan, qui est urologue, l'un des plus expérimentés de la place. Donc, il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Mais nous avons eu l'occasion d'apprécier les images. Elles sont bouleversantes. Elles sont à la limite choquantes. C'est que nous avons vu à Elorbatindi. Comment on en est arrivé là? C'est parti de quoi? Il y a cela 10 ans, quand cette maladie a commencé, nous l'avions négligé, pas négligé en tant que tel, mais nous ne savions pas que ça devait arriver à ce niveau. Pourquoi? Parce que ça a commencé tout simplement par un petit enflement du testicule. On s'est dit que c'était une mouche. Bon, on a commencé par les remèdes indigènes, croyant peut-être que ça allait sortir par... Ils prenaient les remèdes indigènes en se purgeant. Bon, à un certain moment, ça a eu de l'ampleur. On s'est dit non, cette fois-ci, ce n'est plus ça. Parce qu'en réalité, c'est un cas pareil. Lorsqu'on te fait des remèdes indigènes, on te les donne, vous vous purgez, et ça passe par les selles. Donc, à un certain moment, on a constaté qu'autant qu'ils prenaient les remèdes indigènes, il n'y avait pas de changement. On a donc préféré amener dans les hôpitaux. On a commencé par l'hôpital du CDDA, où il y a eu des visites. On nous a fait comprendre que c'était une hernie testiculaire. Bon. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On nous a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils nous ont fait comprendre de rentrer, qu'ils vont nous appeler après. Quel a été le trajet médical? Le trajet médical... Vous avez fréquenté quel hôpital? Oui, on était à IDEA. IDEA, nous sommes partis à Ebomé, sur la route de la Lobé. Dans un centre de santé? Dans un centre de santé. Nous sommes arrivés, après on nous a fait comprendre qu'il y avait les Chinois qui devaient arriver au niveau de Kribi, à l'hôpital lycée de Kribi, où on est parti, on a enregistré son nom, on a fait les textes. Les Chinois nous ont fait comprendre que c'était vraiment une hernie testiculaire. On a prescrit les remèdes. On a acheté les remèdes à une somme de 24 000, à des comprimés qu'on a amenés au niveau du village. Il a commencé à les prendre, à prendre. Mais à un certain moment, on a constaté qu'il n'y avait pas de changement. On est rentré au village, on est resté. Après, on n'a pas lâché. On nous a toujours fait comprendre qu'il y avait d'autres Chinois qui arrivaient à l'arrondissement de la Lokundje. Les Chinois sont arrivés dans un centre de santé. Bon, mais là, ils opéraient. Bon, qu'est-ce que j'ai dit à mon père? Ils sont partis. On l'a enregistré. On a fait les textes. On nous a dit de rentrer et qu'ils devaient rentrer le lendemain. Le lendemain, nous sommes rentrés. On nous a fait comprendre, les Chinois nous ont fait comprendre que son cas, ils ne pouvaient pas l'opérer parce qu'ils n'avaient pas de matériel approprié pour l'opérer. Ils sont venus pour des cas un peu plus faciles tels que les hernies ordinaires. Donc, on est rentré. Jusque-là, on n'est plus reparti. Ils sont partis, on nous a fait comprendre qu'ils devaient revenir après 3 ans. Bon, il y a de cela, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière qu'on était là-bas. Bon, Dieu merci, à travers ça, ce n'est que ces hôpitaux que nous avons fréquentés. Ok. Alors, comment votre père et vous-même, puisque vous vivez tous les deux au village, d'après le constat que nous avons pu faire sur le terrain, comment vous vivez cet inconfort? Il a de la peine à se vêtir, à se mouvoir, à mener un quotidien ordinaire. Comment vous vivez ça? En réalité, Eric, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes obligés de supporter, un comme moi, qui suis son fils. Je suis obligé de supporter mon père, puisque c'est mon père. Je ne peux pas faire autrement. On se supporte comme ça. Je le supporte. Parfois, quand il ne peut pas se vêtir, je suis obligé de l'habiller, de le laver. Parfois, il ne fait absolument rien. L'eau, j'ai l'interdit même de puiser même l'eau, un bidon de 5 litres, qu'il puisse même toucher un bidon de 5 litres. Parce que ça arrive à un certain moment où ça lui fait mal. Et quand il s'enferme dans la chambre, le matin, quand je me réveille, je constate par sa réglette qui est au niveau du salon, si c'est allumé, je sais qu'il s'est réveillé. Si ce n'est pas allumé, immédiatement, je sais qu'il ne s'est pas encore réveillé. Sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas.
Je suis obligé de traverser, aller, cogner, l'appeler, puisqu'il a le même nom que moi. Je l'appelle Bombo. Bon, quand il me répond, il lui dit, mais c'est comment? Tu ne t'es pas encore réveillé, il y a quoi? Il me dit, non, il ne se sent pas bien. Bon, ça fait mal, il me dit, oui. Est-ce que tu as pris tes comprimés? Il me dit, oui, il a pris les comprimés, mais jusque-là, ça continue à faire mal. Je dis que, bon, ok, continue à prendre les comprimés, ça va aller. Bon. La nourriture, ma femme est obligée de préparer pour lui donner à manger. L'eau, je lui ai demandé de ne pas aller à l'eau à la rivière pour se laver. On lui puise l'eau, on met le seau derrière pour qu'il puisse se laver. Bon, ce que j'évite en particulier, c'est la discrimination. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de lui, qui ne veulent pas l'affronter. Bon, ils se disent que c'est une maladie contagieuse. Bon, moi je fais avec, c'est mon père, je ne vais pas le lâcher. Si je le lâche, je vais le donner à qui? Je suis obligé de vivre quotidiennement avec lui, partager sa souffrance avec lui, bon, jusqu'au moment où, peut-être avec Equinox, il sera soulagé. Alors, dans ce quotidien descriptif que vous présentez, comment vous parvenez à gérer le regard d'autrui? Il semble bien qu'au quotidien, votre père subit des railleries, des moqueries. Il se dit pas mal de choses. À Elongba Tindi, et même des personnes que nous avons rencontrées là-bas, chacun se construit une idée. Comment vous vivez ça? Comment vous parvenez à concilier tout ça? En réalité, lorsqu'on vit dans l'ensemble, il faut se supporter. Il faut savoir digérer certaines choses. Ce n'est pas toute chose qu'il faut considérer. Ce n'est pas parce qu'il est malade aujourd'hui que lorsque quelqu'un viendra dire « Oh, ça c'est un sorcier », « Oh, celui-ci, il a eu cette maladie parce que peut-être il a volé » ou parce que peut-être il a fait quelque chose à quelqu'un. Subitement, je me verse sur lui pour lui dire de n'importe quoi, non. Je digère cela, je reste tranquille, je suis relax. Mon problème, c'est de dialoguer avec celui-là, parce que peut-être demain ou après-demain, il peut se moquer de lui et que demain, lui aussi a le même cas. Donc, c'est une maladie. Elle peut arriver à n'importe qui. Donc, il faut supporter ça. Je suis obligé de partager avec ceux-là même qui se disent sains. Bon, je vais faire comment je suis obligé. Mais en discutant, en échangeant avec des habitants de l'Elongba Tindi que nous avons rencontrés, il s'est dégagé quand même une curiosité. Je me dois d'en parler peut-être avec vous pour avoir votre avis sur cette perception. Il y a ceux qui estiment qu'il s'agit d'une maladie tout à fait ordinaire, qui peut arriver, qui est vécue, qui est réelle. Mais il y a ceux qui estiment aussi qu'il s'agit d'un sort, un sort qui touche habituellement des personnes, c'est ce que j'ai appris là-bas, qui auraient eu voilà, des relations un peu compromettantes avec d'autres femmes ou des femmes d'autrui, etc., etc. Est-ce que vous, toutes ces idées-là vous parviennent, ces échos-là, et comment vous percevez tout ça? Oui, je disais tout à l'heure, je suis au courant de tout ce qu'on peut dire de lui. Ça, je le sais. Bon, il n'est pas né comme ça. Il est né naturellement comme tout le reste, comme tout homme. Il a joui de sa jeunesse. Bon, mais si aujourd'hui ça arrive, c'est que ça arrive. Je ne suis pas Dieu pour savoir où c'est un sort, ou c'est une maladie ordinaire. Pour moi, c'est que c'est une maladie ordinaire. Puisque, à l'étape, par rapport à tout ce que nous avons fait, je constate que c'est une maladie ordinaire. Tant pis pour celui qui va dire que c'est un sort, ou celui qui va dire, bon, je sais de quoi. Pour moi, mon problème, c'est qu'il est malade. Et en toute sincérité, s'il peut retrouver la santé, je serai soulagé. Tout le reste qu'on peut parler de lui, je n'ai qu'à prendre ça d'une manière ou d'une autre, très simple. Ok. Mais vu la gravité, vu le développement aussi significatif de cette masse qu'il traîne entre les jambes, pourquoi n'êtes-vous pas allé dans les hôpitaux de référence? Lorsqu'on observe le trajet médical, vous êtes allé simplement de centre de santé à centre de santé et puis dans les hôpitaux de district.
pourquoi vous n'avez pas consulté des spécialistes, des urologues, dans les hôpitaux généraux par exemple, Douala, Yaoundé, etc., et puis supporter la prise en charge? Oui, si nous ne sommes pas partis, c'est par manque de moyens. On a préféré aller là où on pouvait facilement retrouver une guérison un peu plus facile. Mais jusque-là, on n'a pas pu trouver. Parce que si nous ne sommes pas partis dans des grands hôpitaux, c'est parce qu'on n'avait pas de moyens. Par exemple, à Ibomé, on nous a demandé 450 000 pour l'opérer. Moi, je ne travaille pas. Je suis au village. Je ne fais qu'une agriculture de survivants. Donc, je n'ai pas des grandes plantations pour dire que peut-être je vais récolter. La récolte pourra me donner peut-être des centaines de millions de francs. Bon, je n'avais pas assez de moyens. J'étais obligé de me limiter à ce niveau, croyant peut-être retrouver sa santé. Bon. Mais jusque-là, si je ne suis pas parti, c'est à cause des moyens. C'est justement à cause des moyens que je ne suis pas parti. Et c'est donc à travers cela que j'ai émis mon vœu à Hippolyte pour qu'il essaye un peu de voir avec le regard social si on pouvait avoir une aide sociale pour qu'il trouve sa santé. Ok. Alors, le papa, quel est son état d'esprit pour vous qui le côtoyez au quotidien? Parfois, il est un peu soucieux. Bon, mais je l'aménage pour qu'il ne soit pas un peu crispé et qu'il ne réfléchisse pas beaucoup. Bon, de temps en temps, j'ai des petites balades avec lui. On s'assied dans le buvette de vin, avant le vin de palme. On est là, on discute pour qu'il soit un peu dégagé, pour qu'il ne mette pas ça dans sa tête. Bon, de temps en temps, je cause avec lui, je lui dis, non, considère que c'est une maladie. Et que si jamais Dieu peut trouver et aider pour que tu trouves la guérison, tant mieux. Si tu ne peux pas trouver la guérison, bon, on ne peut pas faire autrement. Ok. Alors, que faut-il pour qu'il recouvre sa santé? Ce qu'il faut actuellement, c'est son traitement. Le traitement actuellement, si jamais les âmes de bonne volonté pourront nous aider pour qu'on puisse, pour qu'il puisse trouver sa santé. Je ne suis pas docteur, je ne sais pas, c'est les spécialistes qui pourront nous dire qu'est-ce qu'il faut de lui. Mais actuellement, c'est des moyens. Ok. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que dans un très court instant, vous partagerez cette immersion dans le quotidien de ce septuagénaire qui souffre d'une pathologie assez curieuse que nous avons dénichée au cœur de la forêt équatoriale à Elokba Tindi. Nous vous proposerons ces images et attention, ce sont des images assez choquantes, des images susceptibles de heurter les sensibilités. Mais que faire face à la souffrance? Il est question de sauver une vie. Il est question de sauver une vie et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons prêté une oreille attentive. Nous avons fait allégeance à la doléance de ce papa qui a souhaité que ces images soient projetées afin que les Camerounais expriment leur solidarité, afin qu'ils recouvrent la santé. Eh bien, avant de vous permettre de vivre ce moment, Simon, je m'en vais peut-être partager une information avec les téléspectateurs. Vous êtes le fils de Jean-Baptiste Liouma, notre sujet de ce soir, mais en réalité, vous êtes son fils au sens africain du terme. Parce que malheureusement, il n'a pas eu la chance de... C'est une donnée importante pour que les téléspectateurs comprennent l'intérêt qu'il y a à se mobiliser pour lui apporter ce soutien. Il n'a malheureusement pas eu la chance de procréer. Voilà. Oui, en réalité, je me présente sincèrement comme son fils, mais c'est mon oncle, parce que c'est le petit frère à mon feu père, voilà. Et qui n'a pas eu d'enfant dans sa jeunesse. Et c'est moi qui suis maintenant comme son fils. Il me considère tel que son fils. Donc je suis obligé
de l'aider de tous les côtés, comme son propre fils. Très bien. Bon, vous en êtes d'ailleurs, vous êtes son fils, ça, nous avons pu le remarquer et l'observer, toute l'attention que vous lui accordez au quotidien. Alors, quel message avez-vous à l'endroit des Camerounais qui vous écoutent ce soir? Quelles sont vos attentes? Oui, le message que je peux donner aux Camerounais qui nous regardent ce soir, c'est que franchement, ce papa que vous voyez à travers ces images, ce monsieur souffre. Et je demande à tous les Camerounais, ceux qui ont la bonne volonté de l'aider, que ce soit matériel ou financier, ou relationnel, qu'ils essayent vraiment de lui venir en aide pour qu'il puisse retrouver sa santé. Très bien. Nous espérons que nos téléspectateurs, fidèles évidemment, feront montre de ce geste de solidarité qui nous est cher, cet esprit de solidarité que nous avons pu construire ensemble. Évidemment, nous espérons que la machine de solidarité se mettra en branle et n'hésitez pas à réagir au numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Évidemment, vous pouvez faire un simple message ou alors un message SMS ou alors un message par le canal de ce même numéro présent sur les plateformes des réseaux sociaux dont WhatsApp. Donc n'hésitez pas dès à présent. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes une âme sensible, nous vous prions de libérer momentanément le plancher, le temps pour nous de vous balader dans le quotidien de ce papa que nous avons rencontré dans la région du sud du Cameroun, au cœur de la forêt équatoriale, dans un village perdu, baptisé Elokbatindi. Nous y étions avec la caméra de Samuel Tchoufa pour peindre le quotidien de cet homme qui souffre dans sa chair et dans sa peau depuis de longues années et qui malheureusement n'a pas eu la chance, encore moins le bonheur de savourer un traitement ou un suivi médical adéquat. Mesdames et messieurs, nous vous proposons de suivre cette immersion dans un quotidien bouleversant. Attention, ce sont des images assez choquantes. Suivez cet élément et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. À tout de suite. Elokbatindi, village planté au cœur de la forêt équatoriale. La tête dans le sud, le visage rivé géographiquement vers le centre et le littoral, deux régions du Cameroun. Ici, la forêt équatoriale a perdu de sa singularité depuis l'installation des habitants qui savourent un quotidien bercé de bruits d'oiseaux. Un décor naturel magnifique qui ouvre ses bras aux visiteurs au bout des minutes de traversée du fleuve Nion. Cet homme se nomme Jean-Baptiste Liyuma, 65 ans, ex-employé de société de collecte des ordures ménagères au Cameroun, retraité. Bonjour. Vivant désormais au village. Nos chemins se croisent ce matin sur un chantier battu au quartier Mopok. Sur son pantalon, une masse impressionnante, semblable à un ballon suspendu entre deux jambes. Bonjour. Une fois dans son intimité, l'image est saisissante. Elle est impressionnante. Elle est bouleversante. Âme sensible, abstenez-vous. Le temps pour Samuel Tchoufa d'ouvrir sa caméra.
Je cachais, puisque ça me faisait honte. Maintenant qu'il n'y a plus moyen de cacher, quand les gens viennent me rendre visite, je sors mon habit, je jette ailleurs, je reste nu, pour qu'ils voient la souffrance que j'ai. Depuis, c'est ce que je fais, puisque je ne peux plus cacher, il n'y a plus moyen. On va cacher quoi? Tout le monde a déjà vu, il faut que je mette ça dehors. Quand même les petits viennent, ils sont là, ouais, le vieux, mes petits-fils, ils viennent commencer à se moquer de moi. Mais je peux faire comment? Je les ai dit que ce n'est rien. S'il plaît à Dieu, je serai guéri. Il dit que oui, grand-père. C'est ça. Au lendemain de sa mise en retraite, ses bijoux de famille ont changé de morphologie. En 6 ans, Lamas a connu une évolution significative, au point de faire de lui l'un des hommes les plus connus du village. Pourtant, tout est parti de rien. La maladie a commencé comme un petit abcès qui venait, au moment ça disparaissait. Moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait, je croyais seulement que c'est un abcès. Une fois, je m'en vais, je prends des injections et ça part définitivement. Ça reste juste au moment quand je suis venu en retraite, puisque je n'avais plus de soins, des préventifs, autant pour moi. Donc, il a fallu que la maladie devait s'aggraver, puisqu'il n'y avait plus moyen. De petits du comme me donne, ça ne peut pas soulager ma vie. Moi-même, depuis un certain temps, je ne travaille plus à la main, à la machette, puisque les docteurs m'ont empêché de le faire. Donc, je vis vraiment malgré l'Éternel. Madame Ahoa. Ya, membawa nga lebele song mongo. Ba buro, ba soga. Mina aduda ma foto ba kere. Albona salu amboya ba. Pola monga monga bien mahon. Ça me pousse même à pleurer. Quand ça commence, je pleure. Ça me pousse, je pleure, puisque je suis, c'est-à-dire comme si peut-être c'était le piment qu'on a mis, ou bien, je sais quoi dire. Et ça me très très mal, jusqu'au rein comme ça. Là. Tout ça, ça me fait mal. Deux fois le dos me fait mal. Je ne peux pas me lever pour faire quelque chose. Rien. Prendre même, aller même puiser l'eau pour porter, je ne peux pas. Même un 5 litres. Quand la souffrance commence, quand la douleur commence. Jean-Baptiste habite un village qui n'a qu'un centre de santé au plateau technique inapproprié pour supporter une telle pathologie. Il a fait le tour de plusieurs formations hospitalières entre les villes de Kribi et de Deya. Aux dernières nouvelles, le diagnostic faisait état d'une intervention chirurgicale. Faute de disponibilité des ressources financières, il s'est retrouvé au village. Quand la maladie a commencé, je suis parti à Edea dans un dispensaire de Chinois pour chercher une guérison. Ils m'ont prescrit les remèdes. J'ai payé le remède à 24 000 francs. C'est les comprimés. J'ai bu ça, ça n'a pas tenu. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, là. Il faut que je continue mon bonhomme de chemin. Je suis parti à Kribi, à l'hôpital de district. Ceux-là, ils m'ont fait seulement la visite et m'ont promis de leur donner le numéro de téléphone. Je les ai donné le numéro pour qu'il y aura une commission qui viendra pour traiter gratuitement les gens. Donc,
Quand ils vont venir, ils vont me rappeler. Je vais partir. Jusque-là, je suis venu à la maison, je suis resté même jusqu'à nos jours. Ça n'a jamais eu de suite. Au-delà de l'inconfort, il y a la question des symptômes et surtout le regard des autres. Et je crois en Dieu. C'est lui seul qui sait comment la provenance de maladie. Mais si c'est quelqu'un qui m'a lancé, moi je ne sais rien. Puisque je n'ai envie de personne, de quelque chose de quelqu'un. Je me débrouille quand j'étais en santé, de moi-même. Jusqu'à nos jours. Si la maladie est comme ça, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui a lancé, c'est son problème. Mais moi, je sais seulement que c'est la provenance de l'Éternel. Peut-être c'est lui. La maladie a fait à ce que je ne peux plus faire les chants, je ne peux plus rien faire. Je suis toujours fatigué. Même pour aller prendre l'eau à boire, il n'y a pas moyen. Même pour aller faire les petits pièges en brousse, il n'y a pas moyen. Puisque la maladie est déjà en débordement. Je ne peux plus rien. Jean-Baptiste Liyuma aurait pu supporter cette charge avec son épouse. Elle a procédé dans l'au-delà, laissant derrière son époux et leurs 2 enfants qui n'ont malheureusement pas connu le bonheur de décrocher un emploi au Cameroun. Pour me visiter et me voici. J'étais prêt de m'aider. Pour la voir. Ici repose son frère. Il était jusqu'à sa mort le poumon économique de la famille et représentait l'espoir de Jean-Baptiste sur le chemin de la quête d'une guérison. Depuis 2012, il a rejoint l'au-delà. Ce matin, Jean-Baptiste respectait son rituel hebdomadaire. Ça, c'est un mémorial. Quand je pense un peu, je dois venir un peu essayer de calmer la douleur qui se trouve dans mon cœur pour la perte de mon petit frère qui est mort de suite d'une courte maladie. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ça? Ça me frappe dans le cœur, puisque c'est lui qui devait s'occuper de moi pendant que je suis en cet état. Mais comme il n'est plus, je n'ai plus d'autre. Je vis comme ça, ce n'est que par la grâce de l'Éternel. Jean-Baptiste, malgré cette douleur et une pathologie impressionnante, vit d'espoir. L'espoir des lendemains meilleurs. Comme cet arbre au feuillage asséché, il voudrait voir jaillir les feuilles de la renaissance. Mais comment y arriver sans vous? Voilà, ainsi va le quotidien de Jean-Baptiste Liyuma, que nous avons rencontré à Elokbatindi, au cœur de la forêt équatoriale dans la région du sud du Cameroun. Il souffre évidemment, tel que vous avez pu le constater, à travers ces images qui sont bouleversantes. Et évidemment, nous n'avions pas de choix que de vous les montrer en raison de la gravité de cette pathologie, en raison de l'urgence aussi à mobiliser les ressources financières nécessaires pour lui accorder ce soin dont il a tant besoin. Il faut être fils de famille, il faut avoir des parents, il faut évidemment prendre en compte l'amour qui peut lier fils et parents pour comprendre justement la douleur de cette famille, la douleur
la douleur qui traverse et charrie le quotidien de cet homme. Alors tout de suite, sans attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos experts qui sont en plateau, tout en indiquant que vous pouvez dès à présent apporter votre contribution pour sauver la vie à cet homme, pour améliorer son quotidien, c'est possible. Et nous le pouvons d'ailleurs, nous pouvons ensemble relever ce challenge, donc n'hésitez pas à nous saisir au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et nos équipes prendront attache avec vous et vous indiqueront la procédure à suivre. Alors, sur le plateau de Regard Social, ce soir, dans la posture d'expert pour nous aider à comprendre cette pathologie, pour nous aider à cerner les possibilités thérapeutiques qui s'offrent à nous, le docteur Patrick Kouon, qui est médecin urologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci. Merci infiniment pour cet honneur que vous nous faites ce soir, docteur. Vous êtes urologue et vous dirigez par ailleurs un hôpital à caractère confessionnel à Douala. Alors, vraiment une question qui me taraude l'esprit depuis que nous avons regardé ces images. Une question qui revient avec redondance. Monsieur Samuel Tchoufa l'a posée 1001 fois. Peut-il en guérir? Peut-il en guérir? Je peux dire pourquoi pas. Il faut d'abord un examen clinique, après une très bonne consultation générale, et puis on doit voir de quoi exactement il s'agit, et après avoir posé un bon diagnostic, il y a toujours l'espoir. Ok. Mais comment vous réagissez dans votre posture d'urologue? Vous êtes l'un des plus anciens, l'un des urologues les plus expérimentés de notre pays. Des cas pareils, vous en avez vécu, connu durant votre carrière? C'est récurrent? À quel pourcentage? Récurrent, ce n'est pas très fréquent comme problème. Mais nous avons des problèmes scrotaux. Parce qu'il s'agit effectivement d'un problème, on peut dire, du scrotum. Peut-être associé à une pathologie abdominale. Donc, on appelle ça une pathologie inguinoscrotale. Et nous rencontrons beaucoup de cas de pathologie inguinoscrotale. Donc, une affection qui touche le scrotum d'origine abdominale. On peut dire, par exemple, ça pouvait être une énorme hernie inguinoscrotale, par exemple. Mais il faut prouver avec un examen clinique et des examens approfondis pour confirmer le diagnostic. Et c'est après avoir confirmé le diagnostic qu'on pourra proposer la prise en charge appropriée. Ok, bien. Tout à l'heure, vous répondez à la question comment on en est arrivé là. Comment cette pathologie a pu se développer autant et quels sont les facteurs ayant contribué à construire cet état physique tel que vous avez eu l'occasion de le découvrir dans le reportage. Également avec nous sur le plateau ce soir, le docteur John. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin, psychiatre. Oui. Alors, comment vous réagissez à ces images assez poignantes? Oui, Eric, je suis frappé par rapport à ce que j'ai vu. Juste à côté du monsieur, je n'en revenais pas. Parce que c'était des pathologies qu'on voyait il y a 50 ans, ça ne devrait plus se voir en ce moment. En réalité, ce qui est le plus frappant, le docteur Kouon va nous expliquer encore mieux là tout à l'heure, c'est par rapport à la durée de la pathologie. En réalité, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette histoire? Il y a des parties au niveau de l'abdomen, qu'on vous a dit, qui vont descendre au niveau de cette partie basse en poussant les testicules vers le bas et presque le gland a presque disparu. Si on avait traité ça si très tôt, on ne serait pas arrivé là. Or, ces organes qui sont à l'intérieur de l'abdomen descendent dans des endroits où ils n'ont pas de place. Alors ça crée un désordre pas possible, ça tire la peau,
vers le bas et puis ça déshabille presque le gland par rapport à un certain nombre de choses. Donc pour traiter, au vu de son âge, au vu d'un certain nombre de choses, des remandements qu'on va trouver en bas, là-bas, c'est pour ça que le docteur Kouon nous dit qu'il faut d'abord faire un très bon diagnostic, évaluer un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il est capable de supporter une chirurgie? Est-ce que l'anesthésie, il est capable de la supporter? Ce sont tous ces éléments qui vont nous permettre de pouvoir soigner. Mais il faut toujours, il y a un proverbe africain chez nous, les Bantous, qui dit qu'un malade doit toujours mourir avec un médicament dans la bouche. Donc on peut le faire et il faut essayer. Et on va essayer. Ok, bien. Merci de cet honneur que vous nous accordez ce soir, Dr John. Et puis en plateau avec nous, je rappelle par ailleurs que nous aurons dû avoir sur le plateau le professeur Méfiré Chichom, qui est professeur enseignant de médecine. Il est médecin chirurgien, directeur médical de l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Malheureusement, il a été frappé d'une pathologie. On a le sentiment d'avoir vécu le parallèle du cordonnier qui malheureusement n'est pas chaussé. Donc nous souhaitons un prompt rétablissement au professeur Méfiré Chichom. Mais déjà, sur ce plateau, le maître, avec nous évidemment, maître Boubou. Bonsoir maître. Bonsoir Eric. Et bienvenue. Merci. Alors vous êtes sur ce plateau à dessein. Nous sommes à l'ère de l'hyper-information, au risque de subir des critiques sur la décision opérationnelle de diffuser les parties intimes d'un septuagénaire. Il vaut mieux, il était opportun de vous donner la parole, de vous convier à cette émission pour très rapidement dissiper tout nuage de soupçon de mise en scène de cette souffrance sans précaution ou sans protection. Alors, quelle aurait été la conduite idéale du point de vue de la loi? Sommes-nous en droit de montrer ces images pour sauver une vie? C'est important. Oui, à mon avis, je dis oui. Pourquoi oui? D'abord, vous avez pris suffisamment de précautions pour avertir les âmes sensibles de ne pas regarder ces images. Ça, c'est la première précaution. Donc, ceux qui ont pu voir, ce n'est pas, c'est volontairement. Et deux, est-ce que ces images sont sensibles? Ces images sont-elles sensibles, choquantes? Effectivement, la loi interdit la publication du corps d'autrui, surtout un corps nu, dans des circonstances comme ça. Parce que ça peut être comme les pornos et comme ça. Mais quel est le but? En fait, parce que la loi va demander quel est le but? Pourquoi est-ce qu'on a publié ces images? Le but, ce n'est pas de nuire, ce n'est pas pour inciter à un acte sexuel. Le but, c'est de sauver cette vie. Et les docteurs l'ont dit tout à l'heure. Si on avait soigné ce monsieur à temps, on aurait pu le guérir. Et on est arrivé à ce stade. Tout ce qu'on peut faire désormais pour le soigner, eh bien, c'est une très bonne chose. Donc, ce petit risque de choquer quelques-uns par rapport au résultat attendu, c'est-à-dire sauver une vie, il n'y a pas match. Quand on compare les deux valeurs, eh bien, il faut diffuser l'image. Vous avez tout à fait raison de la diffuser. Ok. Merci pour cette précision, maître Boubou. Nous sommes dans une démarche tout à fait professionnelle sur les antennes de Equinox Télévision. Donc, il valait mieux dissiper tout nuage ou tout soupçon de mise en scène de cette souffrance sans protection. Et je voudrais également rappeler que nous l'avons fait sur la base du consentement de notre sujet, de ce papa qui a accepté et qui a d'ailleurs souhaité, et qui est d'ailleurs présent, qui a souhaité que ces images soient diffusées. Donc, avis au potentiel révélation ou qui pourrait en jaillir. Alors, tout de suite, lui est présent et son fils est présent. Voilà. Donc, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet avec nos experts dont l'identité vient d'être déclinée. Alors, docteur Patrick Kouon, tout à l'heure, vous
vous avez effleuré le diagnostic de cette pathologie qui demeure une curiosité pour la communauté dans son ensemble, probablement la communauté scientifique aussi. Alors, vous avez parlé d'une pathologie inguinoscrotale. Inguinoscrotale. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, je vais parler en termes généraux. Pour comprendre pourquoi certaines de ces lésions se manifestent comme on peut voir, quand l'enfant est toujours, disons, est encore dans l'utérus, vous vous rendez compte que les testicules se développent au niveau du pôle inférieur des reins. Donc, quand les testicules descendent vers le scrotum, ça tire ce qu'on appelle le péritoine, qui descend vers le scrotum. Et en tirant le péritoine, il peut y avoir un vide. Donc, c'est ce vide-là, si le vide n'est pas comblé, il y a certains enfants qui sont même nés avec ce qu'on appelle hydrocèle. Parfois, le trou se ferme spontanément. Mais si ça ne se ferme pas spontanément, le jeune garçon est à risque de développer une hernie inguinoscrotale plus tard dans sa vie. Il y a des facteurs de risque, c'est l'un des facteurs que je viens de citer, et puis les travaux durs, Physique. et toute affection qui augmente la pression abdominale, quand vous devez pousser, la constipation, par exemple, les choses comme ça, peuvent aggraver ce qui existait déjà comme chez un jeune enfant. Et donc, avec l'âge, les anses peuvent glisser vers le scrotum. Et puis, si vous ne faites rien tôt, ça va continuer à glisser, pour augmenter. Et c'est l'une des causes. Peut-être c'est ça, mais il faudra confirmer. Donc, oui. vous voulez dire que, en d'autres termes, vous voulez expliquer là, ou nous faire comprendre que c'est une pathologie qui peut être congénitale, avec laquelle on peut naître et qui peut plus tard se développer. Quels sont les symptômes susceptibles d'attirer l'attention dès la naissance ou dès le bas âge? Justement, heureusement, nous avons des hôpitaux de district partout dans le pays. Et les infirmiers, les accoucheurs, dès qu'un enfant est né, elles savent comment dépister les organes génitaux pour détecter s'il y a un problème. Et tout enfant qui est né sans testicule, par exemple, ou bien avec un testicule qui est gros, on doit signaler ça au médecin. Et quand le médecin examine le patient, il saura que cet enfant a ce qu'on appelle hydrocèle. Et dès l'âge de 6 mois, on pourra opérer pour corriger ce problème. Mais si vous laissez ça, ça pourra éventuellement évoluer et donner une hernie inguinoscrotale. Donc, bref, les infirmiers, partout, les accoucheurs, les médecins, tout le monde sait que quand un enfant est né, la taille de ce testicule peut t'orienter à poser déjà un diagnostic précoce. Ok. Alors, docteur John, il s'agit quand même d'une question d'intimité en même temps. Que des bijoux de famille qui représentent la fierté chez l'homme se trouvent en situation de souffrance, ça peut entraîner une mort psychologique. Oui, le bon Dieu a tellement bien fait ces choses que ces bijoux de famille sont dans un sac. Vous savez que les dames mettent souvent tous leurs bijoux en or et tout ça dans des petites sacoches. Le bon Dieu nous a pourvu des bourses. Là-dedans, il y a ces bijoux de famille. Et pourquoi ces bijoux de famille sont
à l'extérieur du corps, parce qu'il ne faut pas qu'ils subissent la température du corps, sinon ça va tuer les spermatozoïdes. En réalité, c'est ça. C'est pour ça que le docteur Kouan dit que quand un enfant naît, il faut que les 2 bijoux descendent, et là, ça peut entraîner la fertilité assurée. Bon, au niveau du canal, qu'on appelle le canal inguinal, donc quand le docteur vous dit inguino-scrotal, en fait, il y a un canal, le canal inguinal, qui doit être fermé. Mais s'il n'est pas bien fermé, là-dedans passe un certain nombre de choses, le cordon spermatique, un certain nombre. Et là-dedans, au bout d'un effort, même tousser ou porter quelque chose de lourd, parce que vous allez voir chez ce monsieur, vous avez une forte partie séro-extérieure. C'est là où les choses sont en train de passer, de glisser tout doucement. Normalement, les intestins sont dans le ventre, mais quand ça descend pour aller vers ces endroits-là, effectivement, ça joue sur le volume de cette structure-là. Bon, effectivement, le papa, s'il va chez une dame voyant ça, mais va partir en courant en disant que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et lui aussi vous a dit qu'il est très très gêné par rapport au regard d'autrui par rapport à lui. Ça suscite ou la pitié, ou la crainte, ou la peur, ou le rejet. Donc c'est toutes ces choses-là que lui-même il vit. Et je pense que même au niveau de son alimentation, un certain nombre de choses, il doit subir beaucoup de choses. Vous avez parlé des douleurs, dont la digestion, normalement ça se passe dans le ventre, mais si les organes de digestion, tous commencent ces tuyaux-là qui doivent amener la nourriture, se retrouvent au niveau des testicules, il y a quelque chose qui est un peu malsain. Et vous avez vu même aussi la transformation du gland génital qui n'existe presque plus. C'est-à-dire que effectivement, même pour faire pipi, ça doit être très compliqué parce qu'on se demande comment il est. Il doit avoir des besoins physiologiques et ces besoins, il ne peut pas les assumer, il ne peut pas les assouvir et c'est très très gênant. Et vous savez très bien que chez l'homme, la chose la plus importante, c'est qu'on parle de la phallocratie parce que l'homme, il est homme parce qu'il porte un phallus. À partir du moment où le phallus n'est plus là, est-on encore un homme? C'est ça la question. Et quand on n'est pas un homme, on ne vous voit pas avec quelqu'un, ça commence à poser des questions dans le quartier, dans la société, dans le village, et un certain nombre de choses. Et vous allez voir que la maladie touchant cet appareil, il y a une connotation que certainement il a fait quelque chose, il aurait fait quelque chose avec ce phallus-là. C'est pour ça qu'il reçoit la punition. C'est-à-dire qu'une sorte de punition qui est à l'origine de cette maladie. Voilà comment les gens vont essayer d'interpréter cette histoire. Et lui ne s'y connaissant pas trop, parce que nous sommes dans des œuvres, chez les Bantous, tout est toujours interprété d'une certaine manière. Ce qui n'est pas normal devient, qui n'est pas normal, qui n'est pas compréhensible. Hein. Ça entraîne un certain nombre de croyances, et là, les gens se disent que non. Vraiment, s'il a fait ça, il ne peut pas être sain dans toute cette histoire. Il y a quelque chose qui se serait passé. Mais cette construction sociale, ou cette perception collective, qui se structure en quelques hypothèses, voilà, il s'agit d'un sort, du fait d'un acte posé. Alors, du point de vue de la science, quelle est la réalité, quelle est la vérité? La réalité est que dans le monde traditionnel, les choses sont duelles. Le bon, le mauvais. Le normal, le mystique, le physique, la métaphysique, un certain nombre de choses. Dans le monde scientifique, Dr Kouan et moi, nous sommes passés dans une société où on explique qu'il peut y avoir quelque chose peut être normal, quelque chose peut être anormal ou ça peut être pathologique. Pathos, ça veut dire que le discours, pathos c'est la maladie, logos le discours sur la maladie. Donc un organe qui est malade va fonctionner d'une certaine manière, va se présenter d'une certaine façon. Et là on vous dit que lorsqu'on a une hydrocèle, c'est que c'est de l'eau, de liquide qui descend à ce niveau-là. Mais pour aussi avoir des tumeurs, c'est pour ça que une tumeur c'est une masse. On ne sait pas quelle est l'origine. Il faut étudier tout ça pour être sûr qu'effectivement, il s'agit de quelque chose que nous pouvons gérer. Parce que lorsqu'on connaît, on pourra gérer toutes ces choses-là. Donc, en matière de science, lorsqu'on nous apprend un certain nombre de choses, on dit que, bon, voilà, les maladies qui peuvent toucher le scrotum. On a un certain nombre de maladies qu'on va essayer de rechercher pour être sûr qu'effectivement, il s'agit de ça. Et la plupart du temps, une maladie, lorsqu'elle est suivie à temps, le parcours de ce papa et de son fils
est vraiment terrible parce que ça nous pose des questions. Les structures sanitaires, ont-elles fait leur travail? Parce que nous avons Merci Chip qui est là en ce moment, parce que ça devait pouvoir aider ces personnes. Si on avait, au niveau de l'hôpital du district, fait le diagnostic, on l'aurait certainement enregistré, et peut-être qu'il serait peut-être guéri aujourd'hui, on l'aurait suivi. Mais on est allé, on n'a pas pu faire quelque chose, et il n'y a pas eu de suivi. Et c'est ça qui est triste. Parce que le voir comme ça dans cet état, après autant d'années d'évolution de la maladie, vraiment, ça fait mal à tout le monde. Il faut qu'on essaie, c'est pour ça que j'aurais dit aussi sur le plan social, il faut qu'on essaie d'aider ce papa, ainsi que sa famille, pour qu'il puisse s'en sortir et qu'il trouve aussi le bonheur et le sourire. Surtout que nous sommes en décembre, quand le Père Noël, on sait que le Père Noël arrive, il faut qu'il lui arrive aussi. Très bien. Alors, Maître Boubou, pour vous qui êtes avocat, dites-nous, quelle appréciation portez-vous sur le trajet médical, le circuit médical de notre sujet de ce soir? Il a parcouru, malgré le volume de cette pathologie, malgré le volume de cette masse, il n'a été reçu que dans des centres de santé et un hôpital de district. Comment vous appréciez? Donc, sur ce point, le droit est difficilement applicable. J'imagine que les médecins l'ont bien reçu parce que, en général, c'est le cas, mais il n'a pas eu suffisamment de moyens pour faire face aux frais médicaux, parce que quand je vois, ça doit être une opération lourde. Je crois entendre parler de 450 000 francs qu'il n'a pas pu payer. Ça ne peut pas être un cas où on peut imaginer une responsabilité médicale, en ce sens qu'on aurait mal pris en charge. Je crois que la difficulté de le prendre en charge est certainement due à ces difficultés financières. Et là-dedans, finalement, la faute c'est la société, ce n'est pas le milieu médical. La société qui n'a pas pris des dispositions, n'est-ce pas, pour que les malades dépourvus de possibilités financières personnelles puissent être pris en charge. Surtout des cas comme ceux-là qui sont rares et qui sont pénibles, qui sont facilement guérissables. Parce que vous comprenez, ça fait vraiment mal au cœur de voir un monsieur comme ça qui ne peut pas dormir, qui ne peut pas, alors qu'on aurait pu le soigner dans une société, c'est inadmissible. Ok. Alors, docteur Patrick Ouan, dans le prolongement de l'analyse que vient de développer Maître Boubou, comment expliquer cette rupture entre les acteurs qui l'ont reçu en consultation dans les centres de santé et l'hôpital de district, d'après leur récit? Comment expliquer cette rupture avec des spécialistes, des hôpitaux de référence? On s'attendrait par exemple à un prolongement, à une orientation vers des centres de santé ou des hôpitaux au plateau technique approprié. Comme a dit Maître, bon, apparemment, le malade a été reçu. Là, on a quand même proposé quelque chose. Mais peut-être, faute de moyens, on n'a pu rien faire. On n'a pas pu le prendre en charge. Donc, je ne pense pas que c'est à cause d'un problème d'orientation qu'il a eu ce problème. Sauf si je me trompe. Parce que nous avons les hôpitaux de district, les hôpitaux départementaux, les hôpitaux centraux, etc. Donc ce n'est pas là où je pense, c'est pas parce qu'il y a eu ce problème à ce niveau. Mais comment la pathologie a pu se développer autant? Qu'est-ce qui explique ce développement impressionnant? Raison pour laquelle il faudra donc un examen approfondi pour savoir. Ça pouvait être une hernie, par exemple, une inguinose scota, dont les anses se retrouvent dans le scrotum. Donc, c'est à cause du temps que le malade a mis sans être pris en charge.
si le malade était pris en charge, et je suppose que c'est une hernie inguinale scotale, par exemple, ça pouvait aussi être une tumeur, on ne sait jamais. C'est après avoir fait un examen clinique, et des examens approfondis, cliniques et paracliniques, échographie, etc., qu'on pourra dire avec certitude de quoi il s'agit. Et évaluer son état général avant de pouvoir proposer la prise en charge appropriée. Prenons le cas, par exemple, si c'est une hernie inguinale-scotale, je ne sais pas si on peut déjà parler de ça. Si c'est ça, on doit évaluer son état pour savoir. Imaginez-vous, si ce sont les intestins qui se trouvent dans le scrotum, le ventre a été aplati. Donc même pour corriger cela, il faudra faire ce qu'on appelle des insufflations pour gonfler le ventre pendant un certain temps avant d'opérer. Sinon, vous aurez des complications. Mon expérience a montré que dans notre contexte, c'est vrai que nous avons quand même les insufflateurs de CO2, mais ça va prendre le temps, ça va coûter cher. Mais mon expérience a montré que si vous internez un malade, si c'est vraiment une hernie inguinale scotale, vous devez d'abord l'interner pendant un certain temps. Vous faites ce qu'on appelle la réduction de la hernie. Vous essayez de remettre progressivement les anses dans l'abdomen. Ça pourra prendre 3 à 6 semaines, parfois même plus, pour permettre à l'abdomen d'accommoder les anses qui sont extériorisées. Sinon, quand vous allez opérer, le malade ne pourra pas respirer. Et là, ça sera. Donc, il faut toute une chaîne de choses à faire avant de procéder. Par exemple, peut-être un raccourci serait, par exemple, d'exciser la partie qui a. Et quelles seront les conséquences de cette excision? Si vous allez extirper, vous allez enlever les anses qui se sont retrouvées dans le scrotum pendant un certain temps. Ça pourra entraîner, par exemple, un problème nutritionnel. Donc, c'est quand même un peu complexe, mais il faudra donc que l'on puisse voir avec des yeux un peu plus, disons, avant de prendre une décision opérationnelle. Oui. Mais qu'y a-t-il dans cette bourse-là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Justement, c'est de quoi je parlais. Soit c'est les anses, les intestins, soit c'est autre chose. Si c'est une tumeur, donc une masse, une chair autre que les anses, et son état général le permet, on pourra enlever. Mais si c'est des anses qui se sont retrouvées à l'intérieur du scrotum pendant un certain temps, et que vous allez exciser ces anses, il peut y avoir des conséquences à la longue. Donc, on doit donc prendre le temps pour bien évaluer avant de prendre une décision thérapeutique. Ok. Bien, au bout d'une intervention chirurgicale, après tous les examens dont vous parlez, docteur, est-il possible de restaurer ces parties intimes, de leur donner la configuration normale? Oui, une chose à la fois. Supposons que ce n'est pas une masse qui a aussi touché le sexe. Ce sera possible. Mais si c'est une masse qui a aussi touché le sexe, là, il y aura des conséquences pour pouvoir réparer les organes génitaux. Mais donc, on va voir avec le temps, tout est possible. Ok. Alors, docteur, on le voit à la suite de ce diagnostic que vient de dresser le docteur Kouan, on voit bien que la pression psychologique chez le patient doit être assez profonde. Il doit porter une douleur, une charge psychologique énorme. Oui.
Oui, Eric, c'est un peu facile à expliquer. Vous savez qu'au niveau du village, je sors du mien là, il y a à peu près 1 heure, il y a des bains collectifs en fonction de l'âge. Ils se lavent au même moment, ils vont à la rivière avec le savon. Mais lui, dans son état, il ne peut plus se laver avec les autres parce qu'il se sent différent. Il n'a plus envie de susciter un regard qui n'est pas un bon regard, parce que tout le monde va simplement regarder cette histoire. Et lorsque vous avez quelqu'un qui est différent dans les villages, vous ne savez pas ce qu'on peut dire la nuit, que peut-être qu'il quitte pour aller faire un certain nombre de choses aux femmes de Trouillet et tout le reste là. Donc il se sent vraiment différent, il y a une énorme souffrance. Vous avez posé la question, comme vous disait un peu le docteur Courant, les intestins, c'est comme ça bouge à l'intérieur du ventre. Les intestins ne restent pas sur place. C'est pour ça que quand nous mangeons, c'est ça qui pousse. C'est-à-dire que ça fait des mouvements comme le petit serpent de reptation là, pour pousser le bol alimentaire jusqu'au niveau de notre anus pour qu'on puisse aller faire les selles. Donc dans ces mouvements-là, il peut rentrer dans les petits trous qu'il va trouver. Et si au niveau du scrotum, il y a un truc, il va y aller, et puis le ventre va se vider, et vous allez voir que les bourses vont augmenter de volume pour pouvoir prendre, c'est un organe élastique. Hein. Donc ça va prendre tout ce volume-là. Mais là-dedans, comme le disait le docteur Courant, il y aura des remaniements parce que la place n'était pas pour ça. Hein. S'il y a des inflammations là-dessus et tout ça, donc quand il va opérer, effectivement, il y a un gros travail qu'on doit faire au niveau de ce fameux scrotum-là pour pouvoir déjà extirper les intestins, être sûr qu'ils n'ont pas de blessures, parce que s'il faut, il y a un certain nombre de blessures sur l'intestin, il faut encore faire un travail sur ces intestins-là. Donc, et puis, vu l'âge du papa, il faut aménager un certain temps. La guérison chez une personne de 3e âge n'est pas comme pour une personne qui a 30 ans. Vous avez posé une question là tout à l'heure où je voulais rebondir sur est-ce qu'il s'agit d'une erreur médicale? Non, ce n'est pas un problème d'erreur médicale. Le diagnostic a été posé. Mais c'est un problème de financement des soins de santé dans notre pays. Surtout pour une personne retraitée qui a quand même travaillé. Comment une personne qui a travaillé dans cette république peut se retrouver dans un tel état démuni et on ne peut pas s'occuper de la personne? Il faudrait que les pouvoirs publics, on se batte. Parce qu'il ne s'agit pas que de lui. Il y a des enfants, il y a des gens, des accidentés. Quand tu arrives à un hôpital, tu viens de faire l'accident. Généralement, quand on vient t'aider en route là, les Camerounais, ce qu'on essaie de faire, de prendre d'abord ton portable et ton portefeuille, et puis tu te retrouves dans un service de soins, vous n'avez même presque plus rien. Alors, au moins, les soins d'urgence doivent pouvoir être donnés à des personnes en attendant de pouvoir faire un certain nombre de... peut-être faire appel à la famille. Et il faut que pour nous tous, lorsqu'il y a des moments où on n'a rien, quand nous arrivons à l'hôpital, au moins qu'on essaye de faire en sorte qu'on puisse prendre en charge ce papa. Parce que ce que les Camerounais vont faire là maintenant, c'est peut-être aider ce papa pour qu'il puisse... Mais l'État peut trouver des voies et des moyens pour pouvoir assurer une sorte de sécurité sociale, une couverture maladie universelle comme on parle ces derniers temps. Et nous attendons ça de tous nos voeux. Et je pense que ça va relancer la santé pour tous. Parce qu'avant c'était la santé pour tous en l'an 2000. Maintenant, je ne sais plus à quel moment on aura la santé pour tous. Parce qu'on est en 2017. Peut-être qu'on a un peu oublié ça. Hein. Donc, il faut vraiment faire rapidement la santé pour tous, pour les personnes du 3e âge, pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus, pour les personnes qui sont en souffrance, parce que vous pouvez m'avoir des revenus, certaines maladies font que vous vous ruinez, ça devient très très difficile. Alors la question était posée à dessein, docteur. Nous avons ensemble écouté le fils de ce papa, de notre sujet, de notre malade. Nous l'avons écouté lui aussi, mais nulle part il n'est apparu une recommandation de se rendre dans un hôpital de référence, d'où ma question sur la transmission. D'ailleurs, Simon est là. Est-ce qu'il vous a été recommandé de vous rendre dans un hôpital de référence, à l'hôpital général ou... Non, Eric, il ne nous a jamais été recommandé de se rendre dans un hôpital approprié. La seule chose qu'on nous disait, c'est de revenir, qu'ils vont nous appeler, nous donner des rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. Si bien à un certain moment, le papa même s'est senti gêné. Il m'a dit, ouf, les frais de transport qu'il perd, ça pouvait l'aider même à manger. Bon. À chaque fois, on est allé, par exemple, chez les Chinois. Ils ont dit qu'ils allaient revenir.
à l'hôpital de lycée de Kribi. Ils nous ont dit qu'ils allaient revenir. Ils ont pris mon numéro de téléphone. Mais jamais ils ne m'ont pas appelé. Je suis parti même à Kribi rencontrer, j'ai l'une de mes soeurs qui travaille là-bas, elle est pharmacienne. Je suis arrivé là-bas, je lui ai demandé, mais le numéro de téléphone que vous avez pris, c'est juste faire un folklore ou bien vous voulez juste économiser mon numéro de téléphone chez vous? Elle m'a répondu, elle va voir avec le docteur. Ok. Non, c'est de ça qu'il s'agit, docteur. Oui. Eric, ça pose toujours un problème de... Parce que vous savez, les consultations, il y a une hiérarchisation des soins. À l'hôpital général, la consultation, c'est 7 000 francs pour pouvoir voir un patient. À l'hôpital de district, c'est peut-être 600 francs. Donc, lorsque vous quittez de 600 francs à 7 000 francs, avant d'envoyer quelqu'un, il faut lui demander est-ce qu'il dispose des moyens nécessaires pour aller à cet endroit-là, à cette structure. Je vous dis toujours parce que d'après l'histoire que j'ai compris, c'est qu'on a trouvé le diagnostic, on a voulu opérer, et c'était 430 000, et il n'y a pas eu les moyens nécessaires. Donc il y a quand même une proposition avant que les Chinois ne viennent. Bon, les structures, les locaux ont ont posé un diagnostic, et c'est ce diagnostic qu'ils devaient voir au niveau, sur le plan opératoire. Parce qu'en fait, le traitement n'est pas du papa n'est pas que médicamenteux. Il faut vraiment un traitement chirurgical, qui est même le premier traitement par rapport à sa pathologie. Tant qu'on ne le fait pas, vraiment, tout le reste là, c'était juste pour soulager la douleur. C'est-à-dire qu'on faisait un traitement des symptômes. Il avait mal, on lui donnait quelque chose pour la douleur, mais il faut ressortir tout ce qui est au niveau de ces bourses, les mettre à leur place. Et c'est pour ça que le docteur Kouon vous disait que avant de remettre, parce que le ventre est presque, lui il est presque à plat, ayant chassé presque tout, maintenant pour pouvoir remettre là, il faut lui redonner sa dynamique, qu'il puisse réaccepter ses intestins et un certain nombre de choses. Et puis on voit comment ça va se passer. Ok. Alors, Maître Boubou, une réaction tout de même sur le statut de notre sujet. Il est un ex-employé d'une société qui assure le nettoyage urbain. Il est à la retraite. Perd-on le droit à la santé une fois qu'on est admis à la retraite? Bon, il faudrait déjà savoir s'il était immatriculé à la CNPS. Tout à fait, s'il était immatriculé à la CNPS. Nous pouvons le confirmer. Là, il faudrait, là, je n'ai pas la réponse immédiate à la question, mais est-ce que l'assuré, s'il ne continue pas de cotiser, donc normalement, comme il ne continue pas de... Mais oui, parce que la retraite est payée par la CNPS, donc c'est ça. Il doit avoir une pension de retraite, j'imagine. Dans ce cas, s'il y a une pension de retraite, on peut tout à fait concevoir que s'il signale ça, la CNPS peut prendre. Mais le problème, c'est que le taux de prise en charge est très limité, il me semble, par la CNPS. C'est très limité. C'est une structure... déjà, ce n'est pas celui qui perçoit sa pension de retraite. Non, il l'aperçoit. Il l'aperçoit. Bien qu'elle soit insignifiante. Il était quelle catégorie comme il déjà, donc, il n'a pas, ça me ferait que le taux, par la CNPS, ce n'est pas la meilleure voie parce que leur frais de prise en charge est généralement très limité pour des pathologies, pour des maux comme ceci, pour des coûts comme cela, c'est vraiment pas... Mais on aurait pu penser qu'effectivement, parce que l'assurance maladie, il y a un certain pourcentage de frais médicaux qui est pris en charge par la société. Maintenant, comme la CNPS a pris la relève, qu'elle prenne, mais il est tout à fait... Je ne sais pas si vous n'avez pas cherché à voir la CNPS, parce que mais ça, ils ne peuvent pas prendre en charge ce montant. Théoriquement, oui, mais en fait, je ne pense pas qu'ils puissent prendre. Non, on perd ses droits, le droit à la santé une fois qu'on a pris sa retraite. C'est ça. Tant qu'on a une cotisation, tant qu'on a... Comme il a une retraite, pension retraite, on devrait continuer à le prendre en charge. Mais comme je dis, ça doit être un problème de taux. Ça doit être très limité. Okay. Et c'est dans les hôpitaux qui n'ont pas pu intervenir. D'accord. Alors, oui, docteur. En fait, il faut savoir, la CNPS ne prend pas en charge les soins de santé.
Dans les sociétés où on travaille, lorsque vous travaillez, c'est normalement votre société qui paye les assurances santé. Hein. Et ce sont ces assurances qui s'occupent de vous. Lorsque vous prenez la retraite, la société ne continue plus de payer. Vous avez votre pension retraite, c'est à ça que vous devez vous attendre, vous n'attendez à rien. Parce que vous-même qui travaillez, vous êtes assuré à la CNPS. Mais je ne pense pas que quand vous allez acheter votre paracétamol, la CNPS va vous rembourser. Non, pas du tout. Elle ne s'occupe pas de ça. Donc en réalité, il doit avoir une police normalement, d'assurance en c'est interne. l'État qui devrait pouvoir s'en occuper en attendant qu'on ait la sécurité sociale. Parce que sinon, ce sera à la sécurité sociale de s'occuper de ce genre de cas. Ok. Alors, docteur Patrick Kouon, en attendant de rendre opérationnel le schéma que vous avez présenté sur ce plateau, que faut-il dans l'urgence pour soulager la douleur, cet inconfort? Que faut-il dans l'urgence? Des antalgiques, des antispasmodiques de temps en temps. Apparemment, selon, si j'ai bien suivi, ce qui est parfois bien avec, si c'est vraiment le hernie, c'est que quand le trou à travers lequel les ans sont passés devient vraiment grand, le malade a moins mal. Et certains malades ont découvert comment faire pour que le mal parte. Il suffit d'assumer certaines positions. Étant couché, par exemple, le mal part. Si le sang circule très bien, s'il y a une bonne circulation, le malade n'aura pas mal. Si les anses ne sont pas coincées, il n'aura pas mal. C'est pour cela qu'il a pu tenir jusqu'à ce stade-là. Supposons effectivement que c'est une hernie. Par exemple, si c'est autre chose, des simples antalgiques, du paracétamol de temps en temps, des antispasmodiques suffisent largement. Et lui-même, il va vous dire que, docteur, j'ai découvert que si je me couche comme ça, le mal part. Et puis il va donc se reposer en attendant que l'on pourra faire quelque chose. Ok. Bien. Alors, les messages qui nous sont envoyés à travers nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, j'en partage un avec vous, Dr John. Il est dangereux de prendre la femme d'autrui, surtout à Elorba Tindi. Donc il faut très rapidement dissiper ça dans l'esprit des... Que leur répondez-vous, docteur? Mais disons que dans notre structuration sociale, il est toujours dit que le chef n'est pas stérile. Pourquoi on dit souvent que le chef n'est pas stérile? Mais parce qu'il y a des gens, même à Elorba Tindi, on devrait pouvoir aider le chef pour pouvoir sauver l'honneur. Et les veuves dans notre société, qui s'en occupent? Si ça ne peut être que les gens aussi dans nos sociétés sociales. Je me rappelle, mon grand-père, quand il rentrait de ses balades, il envoyait dire à ma grand-mère qu'il arrive. Il s'arrêtait d'abord à la première beuverie du coin, là il buvait le vin de palme. C'était pour que ma grand-mère soit prête et qu'il n'y ait pas de problème. Parce que dans notre société, il est reconnu que s'il me manque une femme, une épouse, je vais chercher celle de mon aîné. Commencer à me débrouiller pour m'exercer à cet exercice-là. Et quand mon aîné va voir que, mais attends un peu, le petit là, il cherche mon arrière-train, il va chercher une femme pour toi. C'est comme ça que c'est reconnu dans notre société. Mais le modernisme est en train d'amener un certain nombre de choses qu'on ne comprend plus. Il était par contre interdit à un aîné de prendre la femme de son petit frère. Mais le petit frère pouvait aller farfouiller dans les affaires de son aîné. Je pense que même à Elorba Tindi, ça se fait. Hein? Bon, voilà. Ah bon? Ok. Alors, à guise de recommandations, parce que nous allons vous permettre de voir, d'apprécier les images des autres cas sociaux que nous avons que nous avons traités dans le cadre de cette émission qui nécessite une fois de plus votre soutien. Donc avant d'y arriver et avant bien sûr de faire le point aussi des différentes réactions, des différentes contributions enregistrées au courant de la semaine, question de recommandations. Alors ces pathologies-là, docteur Kouon, chez les hommes, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre pour prévenir?
c'est la prise en charge précoce. Dès que l'enfant est né, on examine, et puis s'il y a l'hydrocèle, on doit opérer pour prévenir le développement des hernies grotesques, comme si c'est ça. Donc la prise en charge précoce, le plus tôt possible, c'est ça qu'il En faut d'autres faire. termes, dès la naissance du bébé, s'il est de sexe masculin, il y a des précautions à prendre. Après l'examen clinique, référer le malade chez le chirurgien. Et nous avons l'habitude d'opérer en toute sécurité, au point de vue anesthésique par exemple, quand l'enfant a déjà 6 mois. Oui. Mais si c'est des urgences, si la hernie est étranglée, l'hydrocèle devient trop douloureuse, on peut référer le malade ou le plateau technique est capable de prendre en charge le malade. Nous prenons en charge le malade, le tout petit avec les hernies. Ce n'est que ça qu'il faut faire pour prévenir. Et dès que c'est possible, on doit opérer. Sinon, si vous laissez, ça va évoluer et puis ça pourra atteindre cette proportion vraiment énorme. Ok. Donc, en résumé, la prise en charge pourra être pluridisciplinaire et assez onéreuse, donc nécessiter une mobilisation financière importante. C'est bien ça? Oui. Donc, du coup, il faut une mobilisation. Il faut que les Camerounais, nos téléspectateurs, le sachent. Tout à fait. Heureusement que avec cette émission, beaucoup de gens vont l'aider et puis avec tous les moyens qu'on pourra mettre à sa disposition, à votre disposition, on pourra le prendre en charge. Ok, très bien. Alors, Maître Bobou, en guise de recommandation, pour vous, quel est le traitement qui doit être réservé à de tels cas dans notre société? Oui, ben, je dis d'abord quelques mots s'agissant de mon admiration d'abord pour ce papa qui fait preuve de tant de courage, qui se déplace malgré ses difficultés. Depuis 6 ans, semble-t-il qu'il souffre comme ça, qui a pu se réintégrer. Je pense que c'est un exemple pour beaucoup de malades qui souffrent beaucoup moins, parce qu'ils souffrent beaucoup plus psychologiquement que moi. Lui, il est là. Et surtout, mon admiration va à l'endroit de son fils qui est réellement son neveu, mais qui devient son fils, qui s'occupe de lui, qui l'a pris entièrement en charge, qui se moque de tout ce qu'on dit de lui en disant que sa maladie est contagieuse ou autre chose, qui malgré tout ça prend en charge. Je pense que ne serait-ce que pour encourager ces 2 constatations, évidemment, ne parlons pas de vous qui avez fait le déplacement jusqu'à Ilobatindi et comme ça, ne serait-ce que pour donc encourager ces personnes, il faudrait donc qu'on continue pour les aider, parce que là, c'est vraiment admirable tout ce qui a été fait pour lui jusqu'ici. Et chacun se dit que ça peut être son tour demain, pour que chacun cotise. Maintenant, s'agissant de conclusion, je dirais c'est qu'il faut que quand on parlera à chacun d'entre nous de la prise de couverture universelle, il faudrait de l'assurance maladie, il faudrait que chacun comprenne, parce que c'est sérieux. C'est sérieux. Si nous, on n'est pas malade, l'un d'entre nous sera malade. Et on dit chez nous que n'envoie pas demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Quand mon frère est malade comme ça, moi, je me sens personnellement touché. Et si on avait pu organiser une cotisation sociale de manière que ce cas ne puisse pas arriver, eh bien, je ne me trouverais pas face à un cas comme ça. Et donc, je serais plus à l'aise. Donc, il faudrait que, c'est bien que vous ayez organisé ces émissions, il faut que ce soit diffusé, que beaucoup de personnes voient, qu'ils soient sensibilisés, et que ceux qui jusqu'ici ne comprenaient pas l'intérêt de couverture des maladies universelles, qu'ils puissent comprendre, parce qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont sous la voie d'organiser cela. Il faut que chacun prenne conscience de ça et adhère. Merci. Très bien. Merci, Maître Boubou. Alors, Dr John, en guise de recommandation, quelle devra être la posture sociale d'un tel malade? La posture sociale, le fait déjà qu'il soit venu ici, c'est quelque chose d'encourageant. Ça montre qu'il a envie de s'en sortir. Il est en train de lancer un appel du pied à tout le monde. Et il faudrait que cette personne-là,
on la prenne et puis on essaie de le tirer de la souffrance dans laquelle il se situe depuis un certain nombre d'années. Docteur Kouan le disait tout à l'heure, tantôt, c'est que les 450 000 qu'on a demandé pour les soins, c'est peu. Il faudra un bilan, d'abord vraiment un bilan assez important par rapport à ce papa, qu'on essaie de voir l'étendue des lésions, la lésion elle-même, et puis savoir comment on va faire. On vous a parlé de au moins 6 semaines d'hospitalisation, et ça va vraiment 6 semaines, c'est pas... Peut-être que même le fils ne pourra même pas aller travailler pendant les 6 semaines-là. Il faudrait qu'il se nourrisse et qu'il fasse un certain nombre de choses. Tout à l'heure, on rigolait en disant, mais les fonctions régaliennes de l'État, c'est assurer la santé à tous les Camerounais. Assurer la sécurité, assurer l'éducation. Donc ça, il faut que nous, les Camerounais, on réclame ça. Ça, c'est vraiment de notre droit que l'État devient le père et la mère nourricière de nous tous. Nous sommes des Camerounais et puis il faut que le prochain, lorsque nos députés viendront encore, il faut qu'on leur dise que mais vraiment, il faut nous assurer notre santé. On cotise pour le crédit foncier, on cotise, on nous coupe les impôts pour la CRTV, mais attends, mais pour notre santé, pourquoi pas? Ça nous profitera aussi. Mais vos confrères ont formulé cette demande. Oui, vous connaissez le traitement qui en a suivi. L'État est en train de réfléchir par rapport à ça et nous l'attendons de tous nos voeux. C'est pour ça que j'ai dit que décembre c'est bientôt. On espère que d'ici la fin de l'année, peut-être que les choses vont changer. Si l'État a pu comprendre l'appel de nos jeunes confrères, ce sera une très bonne chose. Tout le monde attend ça parce que je pense que les hôpitaux, l'État finance déjà, construit les hôpitaux, il affecte des médecins qu'ils payent, un certain nombre de choses. Mais il faut aussi que les gens puissent utiliser, parce que beaucoup de gens voient les hôpitaux généraux, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir aller vers cette structure-là pour être pris en charge. Parce que ce genre de pathologie, il faut une bonne structure. Ce n'est pas au niveau du district, ce n'est pas au niveau de la case de santé, ce n'est pas au niveau du centre de santé, c'est même pas beaucoup, sauf s'il y a des bons spécialistes au niveau du district pour pouvoir s'en occuper. S'il n'y en a pas, il faut des hôpitaux centraux ou des structures où se trouve le docteur Kouan, qui a un plateau technique assez conséquent. En tout cas, le ministre de la Santé publique a donné rendez-vous aux Camerounais pour le mois de décembre au sujet de l'assurance médicale universelle. Donc, nous sommes à quelques jours du mois de décembre 2017. Alors, merci pour vos différentes analyses. Vous ne partez pas, restez avec nous. Avant de passer au cas suivant, notons que notre sujet de ce soir a besoin de vous, absolument. Il a besoin de vous impérativement. Il a besoin de vous dans l'urgence. N'hésitez pas à apporter votre contribution au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il existe des possibilités de transfert numérique des fonds et rassurez-vous de faire simplement un message afin que nos équipes prennent en compte votre contribution et l'enregistrent pour un compte rendu en toute transparence sur cette antenne. Alors, mesdames et messieurs, puisque nul n'a le droit d'être heureux tout seul, je vous propose de vivre une autre articulation, de franchir un autre palier de cette émission. Il s'agit d'un cas social qui nous préoccupe depuis des semaines. Je vous propose de revivre une séquence et juste derrière, nous donnons la parole à Irène Tembe pour faire le point des différentes contributions enregistrées tout au long de cette semaine. A tout de suite. Depuis là, comme vous voyez, les creux partout, les herbes partout, les habits partout. Donc la route est gâtée, la route n'est pas bonne pour nous, même pour marcher, même pour sortir. Il n'y a pas la route pour passer. Donc on est obligé, quand il pleut comme ça, on est obligé d'attendre jusqu'à l'heure la pluie, l'inondation finit le tout avant qu'on mette le pied. Pendant qu'on met le pied, on met le pied que dans la boue, parce qu'il n'y a pas la route. Fini, comme l'autre jour, voilà, aller à l'hôpital avec l'enfant. Là, il y avait l'inondation, j'étais obligé d'attendre que ça se baisse. Je marche à l'intérieur pour aller à l'hôpital parce qu'on ne pouvait pas gratter l'air de visite. Au domicile familial, elle est accueillie dès son retour de l'hôpital par ses parents à qui elle rend compte de son périple.
En famille, l'ambiance est morose. Le grand-père du bébé malade n'a pas que le problème de mauvais état de route, il a également le problème de son petit-fils malade depuis sa naissance. C'était rien que le problème d'eau, c'est que nous on peut supporter. Mais ce qui me choque encore plus, c'est à cause de mon petit-fils. Parce que je n'ai jamais vu un enfant qui est né sans l'anus pour chier. Actuellement là, nous on est vraiment dérangés. Moi je suis même malade à cause de cet enfant parce que quand je vois comme ça, j'ai le chagrin à tout moment. Je suis même un hyper tendu. Je suis allé à l'hôpital tout dernièrement. On m'a même prescrit le remède en disant qu'il ne faut pas que je me fâche, que je réfléchisse pas beaucoup. Mais jusqu'à là, je parviens toujours à réfléchir beaucoup à cause de cet enfant. Voilà qui est dit. L'enfant dont parle le chef de famille ici est né sans voie anale. La grand-mère de ce nourrisson s'est rendue compte de cette déformation congénitale quelques heures seulement après la naissance du bébé. Véritable scandale. Chez le 3 février comme ça, on m'a dit que l'enfant devrait sortir un samedi. Je suis quittée ici, aller dormir à l'hôpital pour raccourcir le chemin que demain matin, je les lave avant de rentrer, arranger la place. J'arrive maintenant, on dit qu'on met le thermomètre sur l'enfant. Je porte l'enfant, la mère d'enfant était à la douche, c'est lavé. Je voulais mettre le thermomètre au nez, je ne vois pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe comme ça? Je tourne l'enfant, je regarde, il n'a même pas la lumière le jour-là, je torche. Je vois que l'enfant n'avait pas le muscle. Quand la femme la médecine est venue prendre le thermomètre, j'ai dit à la médecine que l'enfant s'il a un problème. Elle dit quoi? L'enfant a quel problème? Ou comment vous avez demandé de sortir demain que tu veux? J'ai dit, ouais maman, l'enfant a un problème, regarde toi-même. Elle a dit, ouais madame, mes excuses. Il a porté l'enfant entre mes mains, allait montrer à sa collègue. On a vu que l'enfant n'avait pas le muscle. Il est pris le bon que pas à la caisse, tu pars à la cantine avec l'enfant. Je suis partie à la cantine avec l'enfant. Là, à la cantine, on me dit que le docteur qui peut consulter l'enfant, que le docteur n'est pas là, que le docteur est affecté, il n'est pas là. On écrit, on m'envoie au gynéco. Je pars au gynéco. Au gynéco, on dit que s'il n'y a pas 100 000, j'avais 30 000 sur moi. On dit que s'il n'y a pas 100 000, on ne peut pas regarder l'enfant. Je pleure que pardon, prenez les 30 000. On a refusé de prendre les 30 000. Mon père, vraiment, quand j'ai vu comme ça m'a traumatisé. Parce que je regardais devant, je regardais derrière, je ne savais pas comment je peux faire. Je cherchais là où je peux trouver l'argent, je ne voyais pas. J'ai appelé le père. Le père est venu. Je lui ai dit que ouais, papa, tu viens comme ça, on a demandé 100 000, on va faire comment? Il m'a dit que tu vas aller me débattre. Il est parti. C'est défendre. Il est venu. On a pris. Regardez l'enfant, consulter l'enfant. Mettre l'enfant là-bas. Dans quelques jours, j'ai vu le ventre de l'enfant, que l'enfant était déjà ballonné, qu'on a fait opérer l'enfant parce qu'il n'avait pas encore l'âge. Entre-temps, le ventre de bébé Tamgué avait pris du volume, car depuis le premier jour de sa naissance, le nourrisson n'avait pas déféqué. À l'hôpital gynéco-obstétrique. Voilà, retour sur le plateau. Après la présentation de ces différents cas, ce sont des enfants nés avec des malformations congénitales, des cas qui vous ont été présentés il y a 7 jours maintenant. Alors sans plus attendre, nous allons faire le point des différentes contributions. Vous avez été nombreux à réagir, à apporter votre contribution, aussi modeste soit-elle, pour ressusciter, redonner vie, redonner du sourire à ces enfants qui en ont besoin. Et pour faire le point des différentes réactions enregistrées à notre compteur, cette semaine, nous recevons sur ce plateau Irène Temé. Bonsoir. Bonsoir Eric. Comment allez-vous ce soir? Très bien, merci. Alors, quelles sont les contributions que nous avons enregistrées tout au long de la semaine? Depuis le 9 novembre 2017, les différentes contributions sont les suivantes. Bienfaiteur 2000, Suzanne 500, un bienfaiteur 2000, Azaz 2000, Sokenye 2000, Bekou Francine 15 000, Couple Chouchou 3 000 francs, une bienfaitrice de PK11 6 000, Nkwe 10 000, Kwero 3 000, Monsieur Ngoufo Robert de Bafoussam 15 000, bienfaitrice 20 000 francs, une téléspectatrice de Regard Social 10 000 francs, Monsieur Tezano 1 000 francs, une bienfaitrice 5 000, Madame Toukam Stéphanie de Nkonsamba 2 kilos 5 000 francs, Ami Maramouna Sylvain 3 000 francs, Sylvain Mérimé 5 000 francs, Kam Djoum Kam Jérémy 3 000 francs, Monsieur Mba 1200, bienfaiteur 500, Chikou Claudia 2500, Thiago Jacques 5 000, famille Bianque de Manja 4 000, Madame Yokadi 2 000, bienfaiteur 2 000, un bienfaiteur 3 000, Kodjou Emilienne 20 000 francs,
Nawel Esther, 2000 francs. Famille Nobi à Konsamba, 10 000. Une famille anonyme, 6 000. Un bienfaiteur, 5 000. Maman Tessa Fak Brigitte, 2 000. Chamde Chiako Stéphane Aranta, 5 000. Famille Kamdem, 5 000. Loretta, 2 000. Ebongue, 1 000 francs. Yango Thérèse, 10 000. Bienfaitrice, 10 000. Mireille Gertrude, 20 000. Le couple modeste Tanda, fin barrière et sec, 6 000 francs. Famille Chemo Sango, 5 000 francs. Un bienfaiteur de Bonabéry, 10 000. Marie-Grace, 6 000. Monsieur Fonga, 15 000. Chikou Claudia, 2 000. Osoka Bernadette, 1 000 francs. John Tou Ryan, 1 500. John Tou Michel, 1 500. L'amicale des délégués et chefs régionaux autonomes de l'Adamawa, Amidekra, 50 000 francs. Une bienfaitrice, 2 500. Une bienfaitrice de Sorep Kombopi, 5 000 francs. Maniaka, 10 000. Famille Tuingwa Samé, 8 000 francs. Maman Jeannette, 2 500. Une âme de bonne volonté de la cité Sikam, 6 000 francs. Président de l'association Okam de Malabo, 10 000 francs. Christelle de Grand Baoba, 2 000. Un bienfaiteur de la carrière, 15 000. Njomo Isaac, 2 000 francs. Ngassé Hermine, 5 000 francs. Neng Kamdem Dieudonné du Gabon, 10 000 francs. Une bienfaitrice de Kotor, 6 700. Karine Bruyel, 5 000 francs. Une bienfaitrice de Newton Aéroport, 20 000 francs. Madame Manto Gifo, épouse Kamta, 5 000 francs. Les Amis du Christ, 65 700 francs. Ce qui nous donne un montant de 412 700 francs CFA pour le cas des enfants atteints de malformations congénitales. À la suite, Eric, il faut noter que nous avons l'association amicale des délégués et chefs régionaux autonomes de l'Adamawa qui célébrait hier sa journée pour remettre des dons. Ils ont choisi les cas sociaux de regard social, à savoir le cas parmi le cas, on avait le cas des enfants atteints de malformation. Une somme de 200 000 francs a été allouée pour les différents cas sociaux de l'émission. Voilà. Merci à cette association qui nous vient de l'Adamawa, voilà, de la région de l'Adamawa, qui a pour chef de Ngaoundéré. Et puis une deuxième association qui a également réagi. Il y a également une deuxième association qui a réagi, c'est-à-dire l'association Émeraude 15 de Douala, qui a aussi fait un don de 200 000 francs à l'encontre de Madame Marie-Ange Ebele, atteinte du cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc Marie-Ange qui devra faire entreprendre une nouvelle séance de chimiothérapie. Et rassurez-vous, les résultats sont assez prometteurs et il est possible que la main de Dieu opère un miracle sur ce cas bien précis. Elles étaient 3 sur la ligne de départ, 2 l'ont précédé dans l'au-delà. Alors le cas Marie-Ange pourra être un trophée qui nous permettra de restituer ou alors d'émettre ou d'élever des prières pour le repos de l'âme de ces dames que nous avons perdues et qui nous ont malheureusement quittés. Alors d'autres contributions enregistrées toujours au courant de cette semaine pour d'autres cas sociaux. Pour le cas de Mama Beta atteinte de goitre, nous avons eu quelques contributions depuis le 9 novembre, à savoir Monsieur Negem Kamdem Dieudonné, toujours du Gabon, 20 000 francs. Anonyme de Makepe, 1 000 francs. Une bienfaitrice, 10 000 francs. Famille Piandem de Manja, 1 000 francs. Abba, 1 500. Bienfaiteur, 1 000 francs. Une bienfaitrice, 5 000 francs. Famille Semo Sango, 2 500. William, 10 000 francs. Un bienfaiteur de la carrière, 5 000 francs. Ngassé Hermine, 5 000 francs. Ce qui nous donne un total d'un montant de 482 000 francs CFA. À la suite, nous continuons toujours avec le cas des contributions de Marie-Ange. Nous avons également Arsène de Dorbonne, 5 000 francs. Un bienfaiteur, 1 000 francs. Mirabel, 5 000 francs. Yango Thérèse, 5 000 francs. Une bienfaiteur, Mireille, 30 000 francs. Une retraitée, 5 000 francs. Famille Semo Sango, 2 500. Une maman de Bertois, 5 000 francs. L'amicale des délégués et chefs des services régionaux autonomes de l'Adamawa, 25 000 francs. Les dames émeraudes 15 de Douala, 200 000 francs. Ce qui fait un total de 733 753 francs pour le cas de Marie-Ange Ebele. Nous n'allons pas sortir sans remercier les différents bienfaiteurs qui ont bien voulu réagir lors de l'émission. Tout à l'heure, pour le cas de papa Jean-Baptiste, nous avons eu des contributions pour le cas de l'hernie testiculaire.
Saoudi 5 000 francs, Mefire 1 000 francs, et Titane Abolo 2 000 francs, famille Tchafangodi Bakoko 3 000 francs, Gustave 2 000, Eposo Matike 5 000, Patou 3 000, Teko Anisen Negop de Trades Village 1 000 francs, une bienfaitrice à Edea 2 000, Cédric 2 000, famille Yongue Samuel Ayabassi 5 000 francs, ce qui nous donne un montant de 30 000 francs CFA pour le cas de Papa Jean-Baptiste. Voilà, mesdames et messieurs, comment ne pas vous remercier pour ce geste de solidarité. 30 000 francs collectés en quelques minutes, c'est appréciable. Nous ne cesserons de vous remercier pour votre geste de solidarité. Vous occupez une place de choix dans notre dispositif, car c'est grâce à vous que nous parvenons à sauver ces vies, c'est grâce à vous que nous parvenons à donner du sourire à ces âmes qui en ont besoin. N'hésitez plus dès à présent à réagir, à porter votre soutien à ces différents cas sociaux que nous vous avons présentés dans le cadre de cette émission. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre aimable attention, mesdames et messieurs. Merci aux experts qui ont bien voulu nous gratifier de leur présence sur ce plateau ce soir. Merci également à la grosse équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Nous ne saurons nous séparer sans vous dire que le challenge est assez important, surtout pour le cas Jean-Baptiste, ce papa qui a besoin de vous plus que jamais, car l'intervention chirurgicale doit s'opérer dans les plus brefs délais. Donc il est urgent de nous mobiliser afin que les dieux de la santé nous ouvrent leurs bras, car vous le savez mieux que quiconque, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Merci pour votre aimable attention. Excellente fin de soirée sur les antennes de Equinox Télévision. À très bientôt.